Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'actualité tout d'abord, la mort du roi d'Arabie Saoudite, vous le connaissiez? Oui, c'était un homme d'État, je le connaissais bien sûr, un ami de la France, et vraiment un homme d'État qui a stabilisé son royaume. Et il y a beaucoup de tristesse partout. Je connais aussi celui qui doit le succéder, qui est le ministre de la Défense. Ce sera la continuité? Oui, sûrement, parce que l'Arabie Saoudite est un pays qui a su assurer, dans un monde très troublé, dans une région très troublée, la stabilité. Mais je veux vraiment, au nom de la France, dire à l'ensemble des habitants d'Arabie Saoudite nos condoléances. Et en particulier à un de mes amis, qui est le prince Saoul, qui est le ministre des Affaires étrangères, que je connais bien, et qui est évidemment très affecté. Il y a un tel désordre, hein, vous le dites partout autour, on se dit l'Arabie Saoudite, c'est un pilier. Oui. Il y a un risque d'instabilité aussi là-bas. Oui, des mesures sont prises en Arabie Saoudite et à l'extérieur d'Arabie Saoudite pour maintenir ce pôle de stabilité qui est essentiel parce que c'est une région très troublée. En plus, comme vous le savez, l'Arabie Saoudite, c'est le premier exportateur de pétrole au monde. Et dans un monde déjà où le pétrole est en train de baisser considérablement, toute instabilité serait évidemment désastreuse. Mais je ne pense pas du tout que ce sera le cas. Monsieur le ministre, le forum de Davos avec la France en force, François Hollande, votre présence à vous aussi, le grand projet sur le climat, on va en parler, l'économie. D'abord les attentats de Paris, tout le monde vous en parle, on sent qu'encore aujourd'hui, il y a une émotion particulière. Oui, bon, ces attentats ont été dramatiques, 17 morts, et ciblé vos collègues journalistes, des juifs, des policiers. C'était une cassure. Oui, ce qui frappe aussi, bien sûr, au-delà de l'émotion très profonde, c'est la solidarité extraordinaire du monde entier. Et la réaction du peuple français. La solidarité du monde entier, puisque le dimanche qui a suivi, nous avions un quart des chefs d'État et de gouvernement de la planète qui étaient là. Ce qui prouve que ça les a profondément touchés. Et puis la réaction du peuple français, qui a été, dans ces circonstances, extraordinaire. Plusieurs millions de gens dans les rues, silencieux, dignes. Et ce dont on me parle ici, et ça me frappe, c'est non seulement pour me présenter les condoléances, la solidarité, mais pour me dire l'admiration devant la réaction du peuple français, qui n'est pas tombé dans le piège des terroristes. Les terroristes veulent nous diviser et veulent évidemment qu'on arrête toute vie. La politique revient toujours, hein, les agendas de chacun, mais il y a toujours une part d'émotion vraie. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous a touché? Il y a une image, un moment où vous vous êtes dit, il y a deux images que je garderai toute ma vie. Un petit garçon, là, je défilais avec les chefs d'État, de gouvernement, les ministres. Il y avait à la fenêtre un petit garçon qui chantait la Marseillaise. Il était petit, il avait 7 ans. Et deuxième souvenir, la Marseillaise à l'Assemblée. Moi, j'ai présidé 2 fois l'Assemblée nationale, j'ai été député pendant très longtemps, et de voir tous les députés, spontanément, quelles que soient leurs différences, leurs divisions, se lever pour entamer la Marseillaise, et quand j'y pense encore, quand vous me posez la question, j'ai la chair de poule. Ça, c'était ce qu'on aime de la France. Vu de l'extérieur, il y a une émotion, il y a une solidarité. En même temps, on se dit, c'est très français, les grands principes, laïcité, république, mais on se dit, on attend des actions. Si vraiment il y a 1000 djihadistes potentiels, comme disent certains experts, quel résultat pour l'instant? Mais d'abord, ça nous concerne tous, parce que c'est peut-être aussi une des raisons de la solidarité. Le terrorisme, qui vient du Moyen-Orient pour une grande part, il vise à détruire tous ceux qui ne pensent pas comme les terroristes. C'est-à-dire aussi bien, d'abord des musulmans, puisque les premières victimes de ce islamo-terrorisme, ce sont des musulmans. Mais en Europe, tout le monde. Nous, vous, tout le monde, parce que les réseaux sont partout. Et donc, vous me dites, quelles mesures concrètes? Une coopération internationale beaucoup plus forte, des mesures de surveillance, des mesures en ce qui concerne Internet, des mesures de police, de sécurité. Et puis, il y a un autre aspect qui est aussi préoccupant, c'est que ça révèle, puisque là, un certain nombre d'assassins étaient des Français,
une dérive effrayante d'un certain nombre de nos concitoyens. Ça pose le problème de l'éducation, de la famille aussi. Monsieur le ministre, ce cancer du groupe État islamique, Daesh, en Syrie, en Irak, est-ce que ça demande plus de moyens militaires? Est-ce que la France peut faire plus? Non, la France fait déjà énormément, puisque vous savez qu'en Irak, nous sommes engagés. Après les États-Unis, nous sommes la deuxième puissance par nos frappes. Et en Syrie, les choses sont un peu plus compliquées encore, si je puis dire, parce qu'il s'agit de lutter contre Daesh, les terroristes. Mais il ne s'agit pas de remettre en selle, si je puis dire, le dictateur, M. Bachar el-Assad. Car imaginez, si vous avez seulement en Syrie, d'un côté la barbarie de Bachar el-Assad, de l'autre la barbarie de Daesh, ça veut dire que la Syrie, pour une décennie, est dans la misère. Et donc, nous essayons, avec beaucoup d'autres, avec l'ONU, avec les Russes, avec d'autres, de trouver une solution politique qui sera quoi? Qui sera d'un côté des éléments du régime de Bachar, pas Bachar, mais des éléments du régime, et puis l'opposition modérée. C'est comme ça qu'on peut redonner force à réalité la Syrie. Si Bachar s'en va, on peut trouver dans son régime des supports d'un nouveau régime. Des gens qui n'ont pas de sang sur les mains comme lui. Mais démonstration simple. Bachar a été à l'origine de la mort de 200 000 personnes et de millions de Syriens qui ont dû être exilés. Bon. Imaginez que Bachar soit durablement au pouvoir. Ces gens-là ne vont jamais aller avec Bachar. Et donc vous les poussez du côté des terroristes, s'il n'y a que ou Bachar ou les terroristes. Et donc il faut à la fois soutenir l'opposition modérée et en même temps trouver dans le régime des éléments avec lesquels on puisse bâtir quelque chose. Et nous travaillons discrètement dans cette direction. J'ai cité les Russes qui font des efforts, l'ONU et beaucoup d'autres, l'Égypte aussi. Laurent Fabius, la grande affaire de votre présence ici, mais de toute l'année, ce sera le grand sommet sur le climat en décembre. Vous êtes le général en chef de cette bataille-là. Je la présiderai, oui. Tout au long de l'année. Le critère où on dira c'est gagné, c'est quoi? Quel est le but, s'il faut le résumer en une phrase? En une phrase, dérèglement climatique, non pas pour dans 100 ans, mais aujourd'hui. Phénomène climatique extrême, montée des eaux, la planète devient invivable. Et donc, il faut que nous agissions pour que la température, c'est ça l'objet, ne dépasse pas une hausse de 2 degrés. Bon, aujourd'hui, la pente, c'est 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Donc, il faut qu'en réduisant ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, on puisse redescendre à 2 degrés. Et donc, le succès de Paris, ce sera, premièrement, un accord universel des 196 parties pour dire, voilà les décisions que nous prenons. Deuxièmement, des engagements de chaque pays, la Suisse, la France comme les autres. Troisièmement, des financements, parce qu'il faut financer tout ça. Et quatrièmement, ça c'est très nouveau, un agenda de l'action. C'est-à-dire qu'on va demander aux grandes entreprises, aux collectivités locales, à la société civile, d'apporter des solutions qui puissent réduire justement ces émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ça. Tout le monde sera là, les États, bien sûr. Les personnalités, Arnold Schwarzenegger, Al Gore. Oui, bien sûr, qui fait un travail magnifique, les deux d'ailleurs. Vous aurez beaucoup de savants, vous aurez un grand nombre d'hommes d'État, et vous aurez la société civile, vous avez beaucoup d'entrepreneurs. Bertrand Piccard, Bertrand Piccard que j'ai reçu, qui sera là avec Solar Impulse. C'est un projet intéressant pour vous? Très intéressant, parce qu'il faut montrer aux gens que non seulement il faut changer, mais qu'il y a des solutions. Et ça fait partie d'une des solutions. Il faut petit à petit qu'il y ait de moins en moins d'utilisation de l'énergie fossile et les énergies renouvelables. Quand vous regardez quelle est l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiellement l'énergie, les transports, l'industrie. C'est ça. La France, c'est la grande journée française à Davos. Rarement la France a été représentée de façon si importante, à si haut niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose comme dissiper un malentendu? La France n'est pas du tout l'ennemi de la finance comme on a pu le croire? Écoutez, moi, je n'ai jamais pensé que la France était l'opposé de l'entreprise. D'ailleurs, je rappelle toujours que c'est la France qui a inventé le mot entrepreneur. Vous vous rappelez peut-être cette histoire assez anecdotique du président Bush, qui un jour avait dit en anglais France is a difficult country because there is no such a word as entrepreneur. Bon. Alors, entrepreneur, c'est français. Mais c'est vrai
que parfois l'image de la France ne correspond pas à la réalité. Et donc, le président de la République est là, retardé peut-être parce qu'il y a du brouillard, mais est là. Je suis là, d'autres représentants du gouvernement. Pour dire quoi? Pour dire simplement que nous sommes un pays qui a des atouts extraordinaires, qu'il y a des réformes à faire, que nous en avons engagé certaines, que nous allons continuer de le faire, et que nous sommes extrêmement heureux d'avoir chez nous toute une série d'entrepreneurs et d'investisseurs. La réforme Macron, c'est un tournant. C'est important parce que c'est comprendre, si vous voulez, qu'on est dans le 21e siècle et que le monde est ouvert, tout est mondial. Je me suis beaucoup mobilisé sur un aspect, mais qui peut paraître mineur, mais qui est révélateur. Les grands magasins à Paris, à Paris, il y a un nombre de touristes extraordinaire, mais certains grands magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Bon, il faut les ouvrir le dimanche, c'est une évidence. Parce que si les gens se cassent le nez le dimanche, ils ne vont pas revenir le jeudi. Et à ce moment-là, ils iront plutôt en Grande-Bretagne ou ailleurs. Voilà. Bon, c'est une série de mesures comme ça. Il est socialiste, Emmanuel Macron. Vous savez qu'il y a toujours ce doute. Il y a des gens qui veulent donner le brevet de socialisme, qui disent mais ancien de chez Rothschild. Je ne sais pas aujourd'hui s'il est membre du parti, mais il l'a été en tout cas, c'est certain. Bon, alors la finance, oui, on lui a fait des reproches en disant mais vous avez travaillé chez Rothschild, etc. Bon, ce qui compte, c'est la conviction et la pratique, voilà. On pense forcément à vous, au tournant, disons, libéral que vous aviez incarné sous Mitterrand. Il a votre âge, 37 ans maintenant, c'est l'âge que vous aviez, mais vous étiez déjà Premier ministre. Ah, donc il est très en retard. Non, oui, c'était au siècle dernier, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de ça dans la situation actuelle. Peut-être. Bon, c'est différent. La politique elle-même a beaucoup changé. Mais moi, personnellement, j'ai toujours considéré qu'il fallait partager de manière assez juste les richesses, mais qu'avant de les partager, il fallait les créer. Qui est-ce qui crée les richesses? Ce sont les entreprises. Donc il faut soutenir les entrepreneurs. Les entreprises ne sont pas du tout nos adversaires. Nous avons besoin des entreprises et nous devons les aider. Et moi, maintenant, je suis patron du Quai d'Orsay. J'ai dit à mes ambassadeurs, mesdames et messieurs, vous êtes au soutien de l'économie française d'abord. Laurent Fabius, la Suisse, où nous sommes, vous avez beaucoup travaillé avec Didier Bourg-Qualter pendant la négociation, mais encore maintenant, c'est un allié important pour vous? Oui, j'ai très bien travaillé avec Didier, et pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, nous avons signé un communiqué commun, parce qu'il y avait un problème, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, il y avait des problèmes fiscaux, etc. Nous avons débrouillé cette question. Donc ça, c'est très bien. Et je n'ai qu'à me féliciter des relations que nous avons. Sur le fond, Russie-Ukraine, on assiste aux événements les plus violents, sans doute, les plus meurtriers depuis très très longtemps. Très dur. Plus de pression militaire, est-ce que c'est possible, autour de l'Ukraine? La solution n'est pas militaire. Mais écoutez, avant-hier, nous étions à Berlin, dans la soirée, avec le ministre russe, le ministre ukrainien, le ministre allemand et moi-même. Et nous avons passé un accord. Cet accord disait qu'il faut que les armes lourdes reculent. Le lendemain, c'est-à-dire hier, on apprend que jamais le carnage n'a été aussi puissant. Donc il faut absolument, et la France, avec l'Allemagne, et la puissance qui aide à cela, qu'il y ait une décélération, une désescalade, parce que cette histoire est une histoire folle. On ne va pas faire la guerre aux Russes. Et les Russes ne vont pas absorber l'Ukraine. Pardon, les sanctions contre la Russie, on est arrivé au terme ou on peut aller encore plus loin? Déjà, elles sont lourdes, puisque vous voyez l'effet que ça a sur l'économie russe et sur nos économies aussi. Donc maintenant, il faut évidemment maintenir la pression. Sans pression, rien n'est possible. Mais il faut que la raison l'emporte. L'Ukraine, ça ne doit pas être ou bien l'Europe ou bien la Russie. Ça doit être un pont entre la Russie et l'Europe. Alors il faut que la Russie respecte l'intégrité de l'Ukraine et il faut que les Ukrainiens, comme d'ailleurs ils ont dit qu'ils allaient le faire, donnent un peu plus d'autonomie aux différentes régions de l'Ukraine. Vous parlez à Vladimir Poutine, vous avez vu son évolution depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une forme de repli? On a l'impression qu'il y a un jeu un peu dangereux où la Russie se replie toujours plus. C'est le risque. Nous, Français, historiquement, nous avons toujours de très bonnes relations avec la Russie. D'abord parce que la géographie, ça existe, et puis stratégiquement, c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de complexe, comme on dit, obsidional des Russes, qui, avec l'évolution de l'OTAN, avec d'autres phénomènes, disent « mais nous sommes assiégés », alors que nous devons être parfaitement en paix avec la Russie. L'OTAN s'est rapprochée d'eux, ça c'est un fait. Oui, mais la Russie, en même temps, doit respecter l'intégrité des pays qui sont autour.
Et donc, je pense qu'il y a de part et d'autre un effort à faire de raison, parce que tout ça est extrêmement négatif pour tout le monde. Laurent Fabius, le climat, on le disait, c'était votre grande année. Il y a un aspect personnel, hein, c'est vraiment votre année. À l'origine, on ne vous imaginait pas figure de l'écologie, vous avez un aspect très urbain, fils d'antiquaire, parisien, etc. Là, quand est-ce que le moment où vous avez dit, voilà, c'est la grande affaire? Au début des années 2000, et je dois dire que j'ai été aidé à cette prise de conscience par un certain nombre de travaux d'écologistes. Je ne suis pas moi-même militant écologiste, mais il faut bien comprendre cela. Pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait s'occuper de deux choses, simplement, le capital et le travail. Et essayer de trouver un équilibre, le capital, on en a besoin, et les travailleurs doivent être accompagnés, protégés. Mais les écologistes nous ont dit, attention, vous avez un troisième facteur, qui est la nature. Si vous négligez la nature, les deux premiers seront balayés. Et cette réflexion qu'on retrouve aussi chez un philosophe comme Michel Serres, moi je la crois extrêmement juste. Et donc j'avais inventé le terme de social écologie, déjà au début des années 2000. Et plus on va, plus on s'aperçoit que non seulement il est très important pour qu'on continue à vivre, d'avoir une planète en bon état, mais que la croissance, on a besoin d'emplois, va venir de cette économie verte. Et il y a une phrase de Ban Ki-moon que j'aime beaucoup par rapport à la COP21, enfin de la fin d'année. Alors certains se disent, mais ça va être difficile, etc. Mais Ban dit, mais il n'y a pas de solution B, parce qu'il n'y a pas de planète B. On ne peut pas dire, voilà, on va prendre une autre planète. Les glaces, par exemple, vous les avez vues, hein, les glaces. Je suis allé là-bas, je vais retourner au Groenland d'ici quelques semaines. Donc vous avez une montée des eaux, une acidification, ce qui fait que ça a des conséquences absolument dramatiques. Vous avez un certain nombre de territoires, très nombreux, qui risquent d'être couverts. Vous avez des effets sur l'agriculture qui peuvent être extrêmement négatifs. Vous avez des phénomènes, c'est vrai en Suisse comme ailleurs, qui sont beaucoup plus extrêmes météorologiquement qu'avant. Et l'année là qui vient de s'écouler a été la plus chaude qu'on ait jamais connue depuis les années 1880. Donc c'est d'ailleurs un grand changement. Il y a quelques années, y compris à Davos, on contestait scientifiquement le phénomène. Personne ne conteste plus la réalité scientifique. J'ai lu des très beaux souvenirs de vous avec Mitterrand. Hein. Vous disiez qu'il avait une passion des arbres, connaître le nom des arbres, sans être écologique du tout. Hein. C'était une autre génération. Oui, oui, mais il aimait les arbres, les fleurs, la nature. Mais c'était une autre génération, bien sûr. Hein. Laurent Fabius, cette émission aussi sur TV5 Monde. La France à Davos, on hésite toujours sur les qualificatifs aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours une grande puissance, une puissance moyenne? Est-ce que ça a encore un sens, ces questions-là? Qu'est-ce que vous dites à ça? Je dis que c'est une puissance globale. Ce n'est pas le pays le plus puissant du monde. Nous n'avons que 66 millions d'habitants. Mais nous sommes un des 5 membres du Conseil de sécurité permanent. Il n'y en a que 5. Nous avons une culture, une langue qui est parlée partout. Nous sommes dans les 6 premières puissances économiques du monde. Nous avons une puissance militaire et quand il faut intervenir, nous le faisons. Et nous avons une certaine image, nous avons une gastronomie, etc. Donc, nous avons une capacité spécifique. Nous avons aussi beaucoup de défauts, sûrement. Et il faut nous améliorer. Le fait national, ça reste important. Mais à Bruxelles, beaucoup de gens disent « Ah, Laurent Fabius, il faut compter avec lui. Hein. Vous n'aimez pas trop qu'on marche sur vos plates-bandes. » Oui, mais ça c'est normal, j'imagine que vous êtes pareil. Mais si j'avais une définition à donner de la France aujourd'hui, je dirais créative. Je crois que c'est l'adjectif qui transversalement résume la France. Que ce soit dans la gastronomie, dans la technologie, dans la littérature, dans le cinéma ou dans l'ensemble des disciplines, la France, c'est la créativité. Un jour, je demandais au président chinois, M. Xi Jinping, j'ai dit, mais pour vous, qu'est-ce que c'est que la France? Il m'a dit, amitié, ça c'était le diplomate, et excellence. Alors, l'excellence, pas dans tous les domaines, malheureusement, on a des progrès à faire, et puis il faut vraiment qu'on se remue. Mais cette notion de créativité, je crois qu'elle est très très juste. Ce matin, on faisait la revue de presse sur vous. Bon, c'est plein d'éloges, hein. Super pro, le ministre, super actif. Vous êtes partout. Hein. Combien de kilomètres par... Un tour du monde chaque mois. Ouais. Mais je précise que ça ne me donne pas droit à des miles. Parce que mes amis me disent que ça va être extraordinaire. Ouais. Non, mais il n'est pas anormal
qu'un ministre des Affaires étrangères soit à l'étranger. Hein. Bon. Simplement, il se trouve le que... nucléaire iranien, l'Ukraine, le climat. Oui, et puis ce qui se passe en Afrique, et puis... mais cette année, ça va être une année climat. Mais à chaque fois que je vais à l'étranger ou que je rencontre un dirigeant étranger, je lui parle de l'ensemble des questions et du climat. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé de présider ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est une affaire diplomatique. Vous avez tout eu, hein. Le Quai d'Orsay, c'est très spécial. C'est la grande histoire, Talleyrand, Oui. Quand est-ce qu'on sent ça, le vent de l'histoire? De temps en temps, on se dit, là, les décisions qu'on prend, elles seront dans les livres d'histoire. Mais il faut, pour ça, justement, comme il y a beaucoup de décisions à prendre avec le président, parce que c'est vraiment quelque chose, le domaine de la politique étrangère, ça ne peut pas être fait par un ministre seulement, c'est avec le président de la République. Moi, je me suis fixé 4 objectifs, et à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je rapporte à ces objectifs. Premièrement, est-ce que ça va dans le sens de la paix et de la sécurité? La paix, c'est pas le pacifisme. Hein. Bon. Deuxièmement, planète. Troisièmement, Europe, relance, réorientation. Quatrièmement, rayonnement. Et quand j'ai une décision à prendre ou à accompagner, je me dis, est-ce que ça va dans le sens de ces 4 éléments? Parce que sinon, on risque de se disperser. Monsieur le ministre, bonne année, merci. Merci à vous. Décembre, objectif décembre. Oui, mais ça a commencé. Merci beaucoup.